On entend souvent qu'un bon méchant fait une bonne histoire. Et en effet, on a de nombreux exemples de méchants issus d'une saga mythique. Notre imaginaire est parsemé de ces personnages devenus iconiques, Voldemort, Sauron et évidemment Dark Vador. Sans doute l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, et de nombreux facteurs ont permis cela. Déjà, il est impressionnant physiquement. Grand, costaud, tout de noir vêtu et avec une grande cape, il en impose. Puis son leitmotiv est devenu un des plus célèbres du 7ème art. Tout le monde, même ceux qui n'ont jamais vu les films, connaissent le thème de Vador. Il est devenu aussi connu que strikable. Et surtout, le personnage représente le mal à l'état pur. Dans le premier aperçu que l'on a de lui dans la saga, bien sûr, il est la mort pour ses ennemis comme ses alliés, comme un fantôme étouffant ses cibles ou comme la mort fauchant les âmes. Ce sont ces trois éléments qui ont rendu le méchant de Star Wars aussi populaire et qui se retrouvent dans plein d'autres méchants du cinéma, notamment les deux qui vont nous intéresser ici, le loup du Chapeauté 2 et Harry Powell de La Nuit du Chasseur. La Nuit du Chasseur débute avec la présentation d'Harry Powell, joué par un Robert Mitchum qui accomplit là un de ses meilleurs rôles au cinéma. Il est dépeint comme un tueur en série, arrêté pour d'autres faits par la police. En parallèle, le père des enfants, sur qui le film est centré, cache 10 000 $ qu'il a alors volé lors d'un braquage qui a mal tourné, dans la poupée de sa fille. Seuls les enfants sont au courant, la mère arrivant après. En prison, le serial killer et le père partagent la même cellule, tandis que ce dernier parle des 10 000 $ durant son sommeil. À sa sortie de prison, Harry Powell se rend dans le village du père et se fait passer pour un pasteur. Il abuse de la crédulité des gens du village et de la mère des enfants. Le jeune garçon John se méfie de lui, alors qu'Harry tente par tous les moyens de savoir où l'argent est caché. Il se marie même avec la mère des enfants, avant de la tuer et de poursuivre les petits qui s'enfuient peu de temps après. Ils feront alors la rencontre de Madame Cooper, une femme d'un certain âge, qui a déjà recueilli de nombreux enfants errants. Le faux passeur continuera à les poursuivre et tentera en vain de manipuler Madame Cooper. Cette dernière lui tirera dessus au fusil, l'assassin sera enfin arrêté par la police pour tous ses crimes. À la fin du film, les enfants resteront avec Madame Cooper, qui s'occupera d'eux à l'avenir. Le Chapeauté 2, la dernière quête en français, titre particulièrement stupide et presque en contradiction avec le message du film, mais passons. Le Chapeauté 2 donc, nous raconte l'histoire du chapeauté et plus précisément de sa dernière vie. En effet, Poté, comme tous les chats, a 9 vies, et il perd sa 8ème au début du film. Arrive alors un mystérieux personnage, un loup, qui tient à prendre la dernière vie de notre petit chat. Pris de peur, ce dernier prend sa retraite, jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence de l'étoile aveugle. Il part donc à la recherche de celle-ci afin de récupérer toutes ses vies, dûment gâchées. Pour cela, il sera aidé par Kitty Patte de Velours, qui revient du premier opus, et est plein de ressentiment envers Poté, mais aussi de Perito, nouveau personnage, un chien extrêmement positif qui ne voit les choses que du bon côté. Mais d'autres personnages veulent la carte, c'est le cas de Boucle d'Or et les Trois Ours ou encore de Jack Horner. Le loup, lui, interviendra de nombreuses fois dans le film pour chasser Poté, avant qu'il ne réalise son vœu. De prime abord, les deux histoires n'ont absolument rien à voir, et pourtant on peut les rapprocher de par les mises en scène qu'ils utilisent autour de leurs antagonistes, et que nous allons analyser. Tout d'abord l'utilisation d'un leitmotiv très important chez nos deux méchants, et qu'ils entendent eux-mêmes, la disproportion physique qui existe entre eux et les protagonistes respectifs, et le fait qu'ils représentent tous les deux la mort de manière plus ou moins littérale. Le premier point commun relevé dans l'introduction est l'utilisation d'un leitmotiv lié aux antagonistes, ce que l'on appelle également un thème. En l'occurrence, les personnages qui nous intéressent sont dotés d'un leitmotiv puissant qui renforce leur présence lorsqu'ils sont à l'écran, mais aussi leurs menaces quand ils en sont en dehors. Ces leitmotivs sont en général des thèmes musicaux assez courts, liés à un objet, un endroit, une situation, et le plus souvent à un personnage. Le terme vient de l'allemand, il signifie littéralement motif conducteur, ce qui est assez évocateur. Le mot est utilisé pour la première fois en 1860 par un musicologue et critique, August Wilhelm Ambros. Il s'en sert pour décrire la musique de Richard Wagner, très grand compositeur contemporain à notre critique. Wagner est particulièrement connu pour ses opéras où il reprend d'anciennes mythologies nordiques par exemple, mais aussi certains de la table ronde. C'est dans ceci qu'il expérimente l'utilisation de ces petits thèmes musicaux mettant en valeur un personnage ou un objet. L'un de ses plus connus concerne l'anneau, objet central dans l'opéra L'Anneau du Nibelungen, un opéra qui aura inspiré un certain Tolkien pour une petite série de bouquins. L'idée du leitmotiv est d'ailleurs reprise dans la saga cinématographique de Peter Jackson. La boucle est en quelque sorte bouclée. Mais surtout, l'idée du leitmotiv au cinéma sera très utilisée par un grand compositeur de musique de cinéma, John Williams, qui l'utilisera pour
une petite saga qui se passe dans les étoiles, Star Wars. Les leitmotifs seront repris avant Williams dans le cinéma hollywoodien, mais c'est vraiment lui qui les remettra au cœur des grands films. Et bien sûr, l'un des thèmes qu'il écrira et qui deviendra le plus célèbre du cinéma est nommé la Marche impériale, lié au côté obscur et plus précisément au grand méchant de cette saga, Darth Vador. D'ailleurs, Lucas parle dans des interviews de la grande importance de la musique dans la saga Star Wars. Les films de la saga Star Wars sont en fait presque des films muets. La musique joue un rôle très important dans la transmission de l'histoire, beaucoup plus que dans un film normal. Dans la plupart des films, l'histoire est portée par les dialogues. Dans les films Star Wars, la musique porte l'histoire. Irena Paulus, musicologue, dira à propos du thème de la Force. La fonction du thème de la Force va plus loin encore. Elle s'étend du rôle de représentation d'un seul personnage à des significations moins importantes, comme celles liées à l'action, la bataille finale dans A New Hope, et au présage, annonçant la défaite des rebelles dans l'Empire contre-attaque, et assume un grand rôle comme l'expression de la transformation et de l'éveil de nouveaux pouvoirs mentaux dans le personnage principal, et à la fin est assimilée à des concepts beaucoup plus grands tels que le destin, Dieu et le pouvoir surnaturel. L'utilisation d'un leitmotiv au cinéma permet de dramatiser, d'intensifier une scène, ainsi que les émotions qu'elle nous fait ressentir. Elle permet également de définir, d'identifier le personnage ou l'objet qui lui est lié. Par exemple, le thème de l'anneau est mystérieux. Celui de la force est mystique. Pour The Batman, il est plus sombre et plus guerrier. Ses sentiments induits par la musique sont dépendants des instruments utilisés, du rythme de la musique et de la tonalité. Dans le cas de The Batman, le thème débute par un piano, au rythme soutenu, dont certaines notes sont renforcées par l'utilisation d'une percussion, faisant planer le mystère. Le thème monte en puissance, en gagnant en rythme, avant d'être repris par plusieurs instruments, des cuivres, plus de percussions, des violons, rendant la musique plus dramatique et guerrière. Ce thème est très présent dans le film, mais de différentes manières. En effet, les leitmotifs peuvent varier plus ou moins légèrement pour insinuer un changement dans le ton. C'est ce que fait également Williams dans ses compositions, et particulièrement Star Wars. Le thème du côté obscur est souvent présent dans des compositions ayant un lien thématique avec celui-ci. C'est le cas du thème d'Anakin dans l'épisode 1, dont la fin rappelle son futur leitmotiv. Un peu comme si le destin était inamovible et qu'à la fin, Anakin succombera immanquablement au côté obscur. Le début du thème de Yoda est composé en miroir de celui de Vador, montrant leur opposition thématique. Et globalement, beaucoup de scènes de la saga sont habillées de musique qui rappelle ou intègre celle de Vador, qui devient un élément fondamental de la saga. Le thème de Vador en lui-même peut avoir plusieurs versions. Une version naissante, triomphante, et vaincue. Ce leitmotiv est de base très militaire, il ressemble à une marche. La musique est scandée et régulière, à l'image d'une armée de clones ou de stormtroopers qui avancent de manière ordonnée. Les instruments utilisés ici sont des cuivres et des percussions, des instruments très utilisés dans les marches militaires, et correspondent très bien à un personnage combattant, guerrier, à une machine de guerre. D'ailleurs le nom est assez explicite, la Marche impériale. Maintenant que nous avons bien défini et donné des exemples de leitmotiv, nous allons pouvoir étudier celui de nos deux antagonistes. Comme pour Vador, leur leitmotiv les définit assez bien. Il est un reflet assez fidèle de leur thématique et de leur personnalité. Dans le chapeauté, le loup s'annonce par son sifflement. Ce sifflement possède un air similaire à celui d'une comptine pour enfants. Or, l'utilisation de contes et de comptines est en lui-même un leitmotiv dans les dessins animés de chez DreamWorks. C'est le cas avec le grand succès qu'est Shrek, et dans le chapeauté 2, les antagonistes sont Boucle d'Or, issu d'un conte écossais, Jack Horner, provenant d'une comptine pour enfants, et enfin, le grand méchant loup, figure malfaisante de nombreux contes. Une comptine est censée apporter un message et être quelque chose de réconfortant. Or, le sifflement du loup, s'il reprend les airs, est bien plus stressant et terrifiant que bienveillant. Sans doute dû au fait que le sifflement est lancinant, et souvent avec un écho assez important. Ces déformations de comptines sont également utilisées dans les films d'horreur, où elles y sont chantées par des voix d'enfants, avec un tempo extrêmement lent,
est l'écho d'un lieu abandonné. Charles Laughton utilise une technique très similaire dans La Nuit du Chasseur. En effet, l'antagoniste, Harry Powell, est en quelque sorte un grand méchant loup, se léchant les babines avant d'essayer de tuer les enfants. Lui fredonne, ou chantonne, un hymne datant de 1887 et inventé par Showalter dont le titre est « Leaning on the Everlasting Arms ». A l'origine, ce chant fut créé pour assurer des anciens élèves à lui ayant perdu leur épouse. Le message de l'hymne se veut rassurant, expliquant que la foi en Dieu est un appui pour passer les moments difficiles de la vie. En l'occurrence, Powell se fait passer pour un faux pasteur. Le choix du chant renforce alors sa couverture, faisant croire à tout le monde, ou presque, qu'il est un homme de foi, un homme d'église. Mais là où l'hymne est censé être rassurant, au départ du moins, dans la bouche de Powell, elle prend un tout autre sens. Elle devient terrifiante en étant lancinante et avec souvent un écho important, comme le sifflement du loup. De plus, le leitmotiv est utilisé à la fin du film pour définitivement détruire l'image que se donne le faux pasteur. En effet, alors qu'il entonne une dernière fois ce chant devant la maison de Madame Cooper, celle-ci réplique en chantant en même temps que lui. Mais la version de Madame Cooper est différente. Elle met en avant la figure du Christ, comme le ferait un vrai pasteur. Dans cette version, la foi qu'il soutient est celle envers Jésus, fils de Dieu. Cooper arrive à battre le faux pasteur à son propre jeu. Un autre point commun entre le leitmotiv de nos deux antagonistes est l'effet émotif qu'ils ont, à la fois sur les personnages et sur nous spectateurs. Bien souvent, le thème musical associé aux antagonistes intervient avant même qu'il soit présent dans le cadre. Dans le Chapeauté 2, la première scène où le loup apparaît, c'est dans un miroir, comme s'il venait de notre monde. Tandis que le chapeauté se penche pour boire son lait, le sifflement se fait entendre. Le chat relève la tête et le loup remplit alors le cadre. C'est également le cas de sa seconde apparition, où Poté, de nouveau enivré par le fait d'être un héros, après une courte retraite, et se faisant acclamer par la foule, distingue un sifflement perçant la clameur populaire. C'est alors qu'apparaît de nouveau la mort à ses trousses. Dans La Nuit du Chasseur, John, le jeune héros de notre histoire, se réveille tôt le matin dans une grange, tandis qu'il fuit le tueur en série accompagné de sa sœur. Il regarde alors le paysage, prenant un instant pour souffler dans cette course-poursuite. Tandis que le plan large nous laisse voir la silhouette d'un champ, une musique se fait entendre. La voix du chasseur perce le silence de la nature avant qu'il ne le fasse physiquement en entrant dans le cadre quelques secondes plus tard. Dans les deux cas, ce choix de faire intervenir le leitmotiv en amont de leur présence à l'écran permet de renforcer l'aura et la dangerosité de ces méchants. Ils font alors planer la peur car le leitmotiv peut arriver à n'importe quel moment, nous surprendre nous et les héros. Lorsque Poté entend le loup, il est pris de peur. Ses poils s'hérissent et il fait même à un moment du film une crise de panique. John se demande même si Powell a besoin de dormir. Il est en effet montré comme infatigable, inhumain. Les réactions des personnages sont alors répercutées sur le spectateur, subissant les mêmes sentiments de terreur et de peur, et se questionnant de la même manière qu'eux. Le leitmotiv sert donc de port d'entrée émotive dans l'histoire qui prend place et dans la psyché des personnages principaux. Les effets induits sur les personnages sont dus au fait que les leitmotivs précédemment cités sont en grande partie intradigétiques. Cela signifie qu'ils sont à l'intérieur du film dans la diégèse, et donc entendables par les protagonistes car émis par les méchants eux-mêmes. Ainsi, les méchants sont tellement dangereux qu'ils se développent sur le plan intradigétique et sur le plan extradigétique. Cela nous intègre nous également à l'histoire, comme dit plus haut, en ressentant ce que ressentent les protagonistes. Mais aussi parce que c'est un des seuls éléments qui parvient au personnage et à nous en même temps. C'est un outil très puissant pour constituer le spectateur, un spectateur très impliqué dans l'histoire. La notion de spectateur est décrite pour la première fois par Pierre Barbosa, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'IUT de Paris 13. Il a défini comme « le spectateur intervient dans la narration, à la confluence entre le spectateur, qui est le témoin de l'action, et l'acteur qui agit. Le spectateur apporte une notion d'interactivité avec le contenu, et c'est exactement ce que permet les éléments digétiques, comme le leitmotiv qui nous parvient à nous et aux personnages. Le leitmotiv n'est cependant pas le seul point commun dans la mise en scène des antagonistes des deux œuvres qui nous intéressent. C'est bien sûr le point qui m'a frappé en premier et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Mais force est de constater que les points communs, c'est pas ce qui manque. Le Chapeauté 2 comme La Nuit du Chasseur met en scène des antagonistes et des protagonistes au physique extrêmement différents. Dans les deux cas, à l'avantage des antagonistes. En effet, dans ces deux œuvres, il y a une très grande disproportion corporelle entre les héros et leur némésis. C'est là un des points clés de la mise en scène de ces deux films, et c'est d'ailleurs utilisé dans de très nombreux autres médias. Le premier qui me vient à l'esprit est un grand manga, Berserk. Il s'agit d'un seinen, un manga destiné aux jeunes adultes, en général des hommes. Et dans son œuvre, Kentaro Miura met en scène un guerrier nommé Guts, un combattant à la fois mélancolique et solitaire. L'univers dans lequel évolue le personnage est de la fantasy, plus précisément de la dark fantasy. Un univers plutôt sombre donc, peuplé de créatures plus cauchemardesques et imposantes les unes que les autres. Bien plus que notre héros, pourtant déjà impressionnant physiquement. Guts se retrouve alors souvent face à des ennemis de plusieurs têtes de plus que lui. Ce dimorphisme met en exergue les faiblesses de notre héros face à des adversaires titanesques, sur le papier bien plus forts. On se demande alors comment Guts va arriver à les terrasser, créant une attente et un suspense chez le spectateur. C'est le mythe de David contre Goliath. Cet astuce de mise en scène sera repris dans une série de jeux vidéo fortement inspirée de ce manga. C'est la série des Dark Souls, où la quasi-totalité des boss sont bien plus grands que le personnage du joueur. C'est une astuce de mise en scène qui permet le suspense. Si l'adversaire était moins impressionnant que le héros, on aurait moins peur
pour celui-ci. C'est sur ce décalage que joue Akira Toriyama dans Dragon Ball, pour ajouter du comique, par exemple avec des ennemis comme Freezer qui est minuscule ou Boo qui est ridicule. Et pourtant les deux sont des grands méchants de leur arc. De plus, le méchant doit être plus fort, ou plus intelligent, ou avec plus de moyens que le héros, pour créer des enjeux et maintenir le suspense. Sans cela, le spectateur ne peut s'investir dans l'histoire, il ne pourra pas la prendre au sérieux. C'est One Punch Man qui joue avec ses codes, pour créer un décalage comique. La question n'est plus comment le héros va battre le méchant, mais est-ce que le méchant a une chance contre le héros? Le héros va donc aller par-delà les apparences pour finir vainqueur, dans la plupart des histoires. Ce n'est pas exactement le cas dans celle qui nous intéresse. Pour l'instant, nous ne parlerons que de la différence de taille et de gabarit entre les protagonistes et les antagonistes. Et dans le cas qui nous intéresse, la différence va du double au triple, voire plus. Dans La Nuit du Chasseur, les protagonistes sont des enfants et l'antagoniste un adulte. Robert Mitchum, l'interprète de Powell, est quelqu'un de très grand, plus d'être large d'épaule. Il mesure en effet près d'1m85. Autant dire que la petite Pearl à côté de lui arrive à peine à sa taille. Même John a l'air tout petit à côté de ce grand acteur. La première fois que l'on voit la mort dans le chapeauté 2, elle apparaît dans un miroir, qui semble trop petit pour elle car sa tête dépasse de ce cadre. Là où Poté arrive à peine à la moitié supérieure du miroir. Pareillement en largeur, le loup remplit la moitié de son cadre, étouffant presque la partie de notre poticha. Ce simple cadre dans le cadre nous montre déjà sa différence de corpulence accentuée par le plan qui suit. On y voit dans un plan large de dos nos deux personnages accoutés au bar, chacun étant de son côté du cadre, mais Poté peine à remplir le tiers horizontal du centre de l'image, se noyant dans un cadre trop grand pour lui. Le loup, lui, remplit les 3 tiers horizontaux de l'écran. Il est le maître de cet espace, sur le sol comme dans les airs. Pour ce qui est de la largeur de leur corps, le loup est presque 6 fois plus imposant que notre héros. L'image est découpée de nombreuses lignes fortes, horizontales avec les tables, au-dessus des tabourets et le bar, et verticales avec les pieds de table, les murs, les poteaux du haut du bar. Ces lignes créent un cadre dans le cadre, comme pour enfermer nos personnages dans une confrontation future, un duel. D'ailleurs, un des poteaux du bar sépare Poté de la mort, mais celle-ci rogne en partie sur le poteau. Elle sort alors de son cadre et envahit celui du poticha, ce qui montre, encore une fois, l'imposante corpulence du loup et le fait qu'il soit venu provoquer un affrontement avec Poté par le fait qu'il envahisse son espace personnel. Dans la suite du film, le loup est souvent filmé en contre-plongée, qui permet à l'objet filmé de nous surplomber, et donc assez classiquement de paraître plus imposant. Au vu de la différence de gabarit entre nos deux personnages, ce genre de plan nous permet également de nous mettre à la place de Poté, rendant le loup encore plus effrayant. Ces idées de mise en scène assez classiques se retrouvent bien sûr dans le film de l'automne. Il existe une très grande différence de taille entre les protagonistes, les enfants, et l'antagoniste, un adulte. La différence est du simple au double entre John et Powell, voire le triple avec Pearl, la petite sœur. La scène de la cave met bien en avant la différence de corpulence entre les deux camps, en plus de ne mettre en avant que ces 3 personnages. Rien que le moment au début de la scène, où ils passent la porte, les enfants dépassent à peine la moitié basse du cadre. Powell, lui, fait la taille de la porte, se tenant face au spectateur dans l'allongement de celle-ci, comme une barrière supplémentaire pour les enfants, aussi imposant que la porte, justement. Les enfants descendent en premier dans la cave, ce qui les rapetit d'autant plus, particulièrement dans le plan large qui suit. Le plan se resserre alors que les enfants sont en bas de l'escalier, et Powell sur les premières marches, agrandissant encore la différence de taille. Les enfants regardent alors vers l'angle supérieur droit du cadre, et Powell l'angle inférieur gauche. Leurs regards se croisent en miroir, disposés de manière symétrique par rapport au point central du cadre. Le pasteur est même obligé de se courber pour ne pas dépasser du cadre, tellement il est grand. La scène se poursuit, Powell attrape alors John et lui plaque la tête contre un tonneau. Le pauvre garçon est donc littéralement écrasé par la brute épaisse, réduite au tiers horizontal inférieur et vertical central, coincé dans un tiers seulement de l'image. Mais en plus de tout cela, Powell occupe entièrement le tiers vertical central de l'image, dominant complètement le jeune garçon, et se plaçant sur les 2 tiers supérieurs du cadre. En largeur également, Powell dépasse du tiers central, sur le tiers de gauche, à cause de sa carrure, ce qui coupe tout de suite à John. Il est prisonnier du cadre, infligé par le tueur en série. Pour une raison que j'ignore, l'automne ne sent pas très friand de plongée et de contre-plongée. Il y en a assez peu dans le film. Ceux qui existent ont la même utilité que dans le chapeauté. Les plus intéressants à ce niveau-là, ce sont ceux de la scène où Powell rencontre Madame Cooper, en fin de film. Alors que le faux pasteur réitère son discours sur l'affrontement séculaire entre le bien et le mal, l'amour et la haine, discours qui lui a permis de manipuler tout le village des enfants, faisant croire aux habitants qu'il était un vrai pasteur, mais dans cette scène, c'est Powell qui est filmé en plongée et Madame Cooper qui est en contre-plongée, surplombant le bonimenteur, ce qui nous montre bien qui domine la scène. Et c'est cette giga tchad de Madame Cooper. Dans cette scène, c'est Madame Cooper, dans les plans larges, qui occupe les tiers supérieurs et Powell les tiers inférieurs, comme un combat d'anges venus du ciel contre des démons venus des tréfonds de la terre. Les deux films mettent en scène des antagonistes bien plus forts et plus grands, plus imposants que les protagonistes auxquels ils barrent la route. Cette différence de corpulence peut être mise en scène de plein de manières, mais ces deux films en ont choisi des similaires. On filme dans un même plan antagoniste et protagoniste, pour faire prendre plus de place au premier, afin que le spectateur compare les deux corps et constate la différence. C'est leur place dans le cadre qui est utilisée pour les rendre imposants. Ils prennent bien plus de place en hauteur comme en largeur, écrasent les protagonistes en leur prenant tout l'espace, les étouffant dans le cadre et s'en rendant maîtres eux-mêmes ainsi que de l'histoire.
La différence physique entre nos protagonistes et nos antagonistes ne se résume pas seulement à leur taille, mais également à leur forme. En cinéma d'animation, c'est ce qu'on appelle la shape d'un personnage. Et pour cause, le cinéma d'animation permet, par son format, un plus grand contrôle des formes des objets et des personnages, puisque dessinés. Ainsi, les personnages créés ont souvent des formes proéminentes, ou du moins principales, qui constituent leur corps. On distingue 3 grandes familles de formes: les ronds, les disons plutôt les carrés et les triangles. Chacune de ces formes apporte des informations sur les personnages, sur la personnalité et leurs capacités. Pour les personnages ronds, ce sont en général des personnages doux, amicaux, joyeux, enfantins. Les personnages carrés sont plutôt fiables, forts et stables, et les triangles sont vifs, dangereux, et peuvent donc faire peur. La firme qui utilise le plus cette méthode de caractérisation de ces personnages par leur shape est sans aucun doute Pixar. Et pour cause, la personne ayant théorisé ces shapes est P.T. Docter, un producteur, scénariste et réalisateur de films d'animation américain qui n'a travaillé que pour Pixar. Son premier film est Monstres et compagnie, où Sully est un carré, un personnage fort et fiable. Bob, un rond, amical et drôle. Puis il réalise Là-haut, où le vieux Carl est inamovible comme un carré, tandis que Russell, le jeune scout, est un rond, enfantin et joyeux. Mais bien sûr, le film où Docter utilise au mieux sa théorie et vice versa, où il donne une shape aux émotions. Autant dire que le principe du film convient parfaitement à son idée de mise en forme des personnages. Joie est une étoile, tristesse une larme, peur un point d'interrogation, colère un volcan, et dégoût un brocoli. Mais même sans P.T. Docter à la réalisation, de nombreux films d'animation utilisent consciemment ou non cette règle de shape. C'est le cas des Indestructibles. En prenant par exemple le père et le méchant. Le père a un visage rond qui finit en carré. Il est donc fort, mais gentil. Le méchant, lui, a un visage carré et triangulaire, montrant sa force et sa dangerosité. Les shapes restent donc surtout un outil destiné au cinéma d'animation, une spécificité de celui-ci. Mais cela demeure intéressant d'analyser les designs de personnages en prise de vue réelle au travers de leur shape. Le contrôle est certes moins important que pour le cinéma d'animation, mais il reste possible et très souvent utilisé au cinéma. Vador, à l'aide de son casque et de sa cape, a globalement une forme de triangle par exemple, ou selon, une forme de carré pour montrer sa force. Dans le cadre d'un film avec de vrais acteurs, la shape se joue avec leur costume et leur pose. Tout ceci peut également nous renseigner sur le personnage. Commençons donc avec le cas d'Harry Powell. Il est grand, avec un costume noir et ressemble donc à un gros bloc, un gros carré. Selon sa shape, le personnage devrait être quelqu'un de fort et de rassurant. Fort, indéniablement il l'est, bien plus que les enfants, physiquement en tout cas, le rendant très dangereux pour eux d'ailleurs. Pour ce qui est du côté stabilité, on repassera. Mais en réalité, cette shape est due en partie aux vêtements du personnage, c'est littéralement un costume que celui-ci se donne, étant au départ un costume de pasteur dont le personnage se dote pour tromper les foules. Cela le fait paraître plus rassurant qu'il ne l'est, mais sa vraie shape est trahie par son visage. En effet, le visage de Mitchum est assez triangulaire, formant avec le menton et les joues creuses un triangle inversé. Son costume possède quand même quelques triangles et pointes cachées, le bas de la redingote par exemple, ou encore son ouverture au niveau du torse. Il essaie de cacher sa vraie personnalité, et cela se voit au travers de ses vêtements. D'ailleurs, lorsqu'il énonce sa célèbre histoire, son célèbre monologue sur le conflit entre l'amour et la haine, ses mains, dont les doigts forment un triangle s'enlacent et forment alors un rond, quelque chose qui est gentil et inoffensif. Toujours dans cette idée de manipulation de la part de notre connard absolu. En comparaison, les enfants étant des enfants, ils ont des shapes rondes qui rappellent leur innocence. Particulièrement Pearl, dont le nom est assez évocateur par ailleurs, une perle étant une pierre réputée pure et entièrement ronde, sans imperfection, représentant l'innocence. Tout ce qui concerne Powell peut être un tantinet tiré par les cheveux, car La Nuit du Chasseur n'est pas un film d'animation, et les shapes est une notion qui concerne essentiellement ce cinéma. La mise en place de shapes différentes entre protagonistes et antagonistes est bien plus explicite dans Le Chapeauté, qui est un film d'animation pour le coup. Poté justement adopte des formes très rondes, sa tête, ses joues, ses oreilles et ses grands yeux. Ces formes impliquent un personnage gentil d'ailleurs. Quand le chat fait le coup des grands yeux ronds, c'est pour se rendre encore plus adorable. Le corps de Poté lui est plus carré, car le personnage est fort, c'est un combattant. D'ailleurs dans une ancienne vie il était particulièrement musclé, donc fort et carré. Mais surtout il est fiable pour ses amis, ou du moins il doit réapprendre à l'être dans le film. Comme c'est un combattant, il possède quelques formes en pointe, quelques pics, comme son épée évidemment, ses moustaches, voire même ses oreilles par moments, surtout lors des combats. Poté est donc pour l'essentiel composé de ronds et un peu de carrés. Le loup, lui, possède essentiellement des formes carrées et triangulaires. Quand on le regarde de face, le visage du loup semble constitué seulement de formes triangulaires. Le bout du museau forme une pointe, la pointe du triangle, mais les poils du loup forment également des pics, à gauche, à droite, en haut et en bas. Ses oreilles également forment deux grands triangles pointés vers le haut, et évidemment, que serait le grand méchant loup sans ses crocs pointus? Les bases sont placées, le loup est dangereux, au vu de tous les pics qui constituent sa shape. Mais la shape correspond aussi aux postures du corps, c'est ce que nous pouvons analyser dans la scène d'introduction du personnage dont nous avons déjà parlé il y a quelques minutes.
Là, les postures, et donc les shapes du loup et du chapeauté, sont assez opposées. Dans le plan du miroir, le chat a une posture plutôt ronde, sa tête et la posture de ses bras et de ses épaules. Le loup, lui, a une posture plus agressive, en triangle, notamment grâce à sa mâchoire, mais aussi à la forme de sa capuche. Dans le plan suivant, dans le plan large, nous avons Poté, qui a une forme de carré, personnage stable, fier et sûr de lui, plein de confiance, pour l'instant du moins. Le loup semble clairement venu pour en découdre, son poncho forme un losange, soit une forme constituée de deux triangles fusionnés, créant 4 pics en haut, en bas, à gauche et à droite, comme pour le visage du loup. Il est donc capable d'attaquer de tous les côtés, dans n'importe laquelle des directions de ses pointes, ce qui le rend également imprévisible. Pour en finir avec le loup, dirigeons-nous vers la fin de la scène, quand Poté se réfugie dans les toilettes, pour échapper au grand méchant loup. Son ombre se dessine alors sous la porte, or une ombre est le personnage dépossédé de tous les fioritures, en quelque sorte une shape pure. Dans cette shape du loup, on constate encore mieux son visage composé de 2 triangles, sur les 2 côtés, en plus de ses 2 oreilles extrêmement pointues, signifiant sa dangerosité, comme le panneau triangulaire. Les 2 films jouent donc sur la shape de leurs personnages, de manière plus ou moins consciente, opposant celle des méchants et des gentils. Les formes qui composent les personnages racontent toujours quelque chose sur eux. Le rond de la pureté des enfants, les triangles formant le corps du loup, la fausse shape carrée d'Harry Powell. De manière assez triviale, la shape permet de distinguer le bien du mal, le loup de la proie. S'il y a bien un parallèle que l'on peut faire entre les 2 œuvres qui nous intéressent et leurs protagonistes, c'est la thématique du chasseur. Je l'attendais celle-là. Dans le film de Lawton, le titre est assez explicite, La nuit du chasseur, le terme de chasseur désignant bien sûr Harry Powell. Pareillement dans le Chapeauté 2, la thématique du chasseur et du loup est rassemblée en un seul et même personnage, celui de la mort, littéralement le grand méchant loup des contes pour enfants, qui chasse ses proies en les traquant avec son flair et les tuant de ses dents acérées. C'est également ce que fait Harry Powell, traquant les enfants nuit et jour, les menaçant de son couteau, qui se substitue aux dents du loup. Les 2 personnages que nous étudions sont donc aussi bien des loups que des chasseurs. Dans cette thématique, le loup du Chapeauté 2 n'est pas très subtil, il n'en reste pas néanmoins intéressant. DreamWorks est une compagnie qui s'est peu ou prou construit en miroir de ce qu'a été et de ce que représente encore Disney. En effet, beaucoup de DreamWorks sont une parodie des contes populaires, et donc par corrélation aux Disney qui s'en sont beaucoup inspirés pour leurs classiques. On pense par exemple à Shrek, le meilleur film pour démontrer cet aspect des productions DreamWorks, en se moquant et en détournant tout un tas de contes. Blanche-Neige, Les 3 petits cochons, La petite sirène, La Belle au bois dormant, jusqu'à même détourner la recette de base de beaucoup de contes. La belle princesse, prisonnière de la tour et secourue non pas par un noble chevalier mais par un gros ogre bourru. La princesse d'ailleurs n'est pas si belle que cela. Se transformant également en ogre la nuit, le Chapeauté est issu de cet univers parodique. Quoi de plus normal donc que dans cet univers, la mort soit représentée sous la forme d'un grand méchant loup, figure maléfique très prégnante dans nos légendes occidentales. Déjà, pendant la Grèce antique, l'animal servait à effrayer les enfants au travers de la figure de la louve de Mormolycée, qui mord les enfants au passage, ce qui rappelle nos contes où le loup vient dévorer les enfants qui n'écoutent pas leurs parents. On retrouve également le loup dans de nombreuses fables d'Ésope, écrivain et fabuliste grec du 6e siècle avant notre ère, dont beaucoup de fables seront reprises par La Fontaine. Ésope se sert de la figure du loup comme métaphore de la méchanceté humaine. Néanmoins, la figure de louve la plus connue de l'Antiquité reste celle de la louve nourricière, celle qui accueille Rémus et Romulus, les futurs fondateurs de Rome, d'après la mythologie. Avançons un peu dans le temps jusqu'à arriver au milieu du Moyen-Âge, dans la seconde moitié du XIIe siècle plus précisément. C'est à cette époque-là que s'écrit le roman de Renard par divers auteurs, dans le but de parodier les écrits chevaleresques de la même période. Et créé alors le personnage d'Isengrin, qui est un loup anthropomorphisé, comme la plupart des personnages de ce roman. Ce personnage représente alors la bestialité, il est dangereux et violent, plus fort que le héros, Renard, qui lui est un personnage rusé, malin, métaphore de la noblesse, avec donc toute une tripotée de qualités qui lui permettent de battre Isengrin. Avançons encore un peu pour nous diriger à la Renaissance. Le loup devient alors associé à la bête, au sens satanique du terme, est très lié au mythe du loup-garou. Ce mythe explique qu'un homme maudit peut se transformer en une bête, mi-humaine, mi-loup, bestiale, sauvage et violente. La Fontaine se montrera plus ambigu, affublant le personnage du loup, tantôt de qualité et tantôt de défaut. Par exemple, il est libre, à l'inverse de son cousin le chien, mais il est souvent violent, cette idée que l'homme est un loup pour l'homme. Comme pour le roman de Renard, les animaux sont des métaphores des catégories humaines chez La Fontaine. C'est sous la plume de Perrault et des frères Grimm que le loup prendra un aspect bien plus moderne, dont nous avons encore les échos aujourd'hui, et qui est plus proche du loup dans le Chapeauté 2, c'est la figure du loup comme un croque-mitaine. Plus précisément, chez Perrault, le loup est le mâle avec un accent circonflexe et un E à la fin. En effet, dans le conte du petit chaperon rouge, il séduit la jeune chaperonne pour la dévorer. Il est donc une représentation des dangers de l'homme pour les jeunes femmes. La finalité est différente chez les frères Grimm, car la chaperonne est sauvée par un chasseur. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Mais dans les 2 cas, elle est punie pour s'être écartée du droit chemin. Puis vient la révolution industrielle, qui est plutôt une mutation qu'une révolution, mais bref. Et vient avec elle un mouvement littéraire, nommé le romantisme, regroupant des grands noms comme Victor Hugo, Chateaubriand, de Vigny. La nature sera souvent mise au centre ou en toile de fond des œuvres. Quelques-uns de ces récits redoreront l'image du loup. C'est le cas du livre de la jungle où le héros est élevé par des loups. Ou encore Cro-Blanc, présentant le loup éponyme de manière très positive et dramatique, et qui est le personnage principal du livre.
Ces utilisations de la figure du loup, souvent négatives, correspondent en grande partie à Harry Powell, qui est un loup dans le sens de chasseur. La mort chasse le chapeauté comme sa proie durant tout le film, tout comme Powell chasse les enfants. Il a tout d'un loup métaphoriquement, avec les points vus dans les contes plus hauts. Mais il en prend également l'apparence physiquement par moments. Tout de noir vêtu, comme la robe de l'animal en question, comme griffe ou croc pour abattre ses ennemis, Harry Powell se sert d'un couteau rétractable. Même dans le chapeauté 2, le loup possède une extension de ses griffes, au travers de ses 2 serpes. Le jeu d'acteur de Mitchum est parsemé de râles bestiales. On le constate lorsqu'il se fait blesser dans la cave, quand des bocaux se cassent sur sa tête ou quand il lui referme la porte sur les doigts. Ses mimiques, notamment lorsqu'il se met en colère de manière abrupte, imprévisible comme un animal. Nous avons également le commentaire de John mettant en doute la nature humaine du faux prédicateur. En effet, alors qu'ils sont en pleine cavale, les enfants s'arrêtent une nuit dans une grange, quand au petit matin, John se réveille et entend au loin le faux pasteur à leur recherche. C'est alors que John se demande « Celui-là, c'est vrai, il ne dort jamais. » Nous, spectateurs, faisons la comparaison entre Powell et animal chasseur comme le loup, traquant ses proies, nuit et jour, pour les fatiguer et les attaquer à ce moment précis. Il ne semble alors pas connaître la fatigue, ce qui le déshumanise encore plus. Vers la fin du film, lorsqu'il essaie d'attraper John et la poupée remplie d'argent, il se met à 4 pattes et sort son couteau. À cet instant, il est anthropomorphisé, je dirais même plus, lycanthropisé, en se mettant à 4 pattes et en sortant ses griffes comme le ferait un loup. Il se fait alors arrêter par Madame Cooper, qui le menace avec son fusil. Elle devient le chasseur, lui devient le chassé. Un peu comme un loup chassé au fusil par l'homme. Alors que les rôles s'inversent, le faux pasteur reviendra rôder autour de la maison de la vieille femme la nuit. Chassant à la pleine lune, il se fera tirer dessus par la grand-mère, qui possède donc le rôle également du chasseur, comme on peut le lire dans les contes du petit chaperon rouge. C'est dans la nuit que Powell se fait tirer dessus par Madame Cooper. Il se met alors à crier comme une bête blessée. D'ailleurs, il se réfugiera dans la grange comme un animal qui s'est fait tirer dessus. Dans les 2 œuvres, les 2 antagonistes sont donc à la fois loup et chasseur. C'est ce que met en avant la mise en scène en leur affectant des objets tranchants qui deviennent leur attribut comme les griffes et les crocs du loup. Les 2 mettent également à profit des siècles d'imaginaire autour de la figure du loup, notamment grâce aux contes occidentaux. Dans sa manière d'être, Harry Powell ressemble également beaucoup à un renard, un animal proche du loup, mais moins puissant physiquement, mais très rusé et fourbe. Mais le film met en place cette thématique du conte en étant une histoire narrée dès le début par Madame Cooper, comme si on racontait un conte à des enfants, sans parler de la structure de base du scénario de La Nuit du Chasseur qui met en avant des enfants échappant à un méchant croque-mitaine, qui est la structure de base de la plupart des contes. Dans ces contes, le loup est également lié à la mort, voire une métaphore de celle-ci, et ce lien avec la mort est également partagé par nos 2 protagonistes. Dans le cas du chapeauté 2, le loup est assez littéralement la mort, comme il le dit lui-même. C'est pour cette raison qu'il pourchasse notre petit chat. Pour lui, le fait que les chats aient 9 vies est absurde. Mais Poté, lui, n'a pas eu le moindre égard pour ses 8 précédentes vies. C'est pour cela qu'il traque notre héros. Comme il le dit lui-même, il tient à prendre la dernière vie d'un petit chat présomptueux. J'ajouterai que Poté est connu pour être un combattant assez exceptionnel. Le loup a certainement envie d'un challenge, d'où son envie de le combattre. Dans notre culture populaire, les figures de la mort sont toujours vues négativement. On peut comprendre pourquoi, bien sûr. La mort est un moment tragique impliquant beaucoup de sentiments négatifs que nous n'avons pas du tout envie de vivre. Cependant, dans les anciennes mythologies, grecques et romaines par exemple, Hadès n'est pas un être mauvais, ou du moins pas plus que les autres dieux. Je veux dire par là que le roi des dieux qui, dans les légendes, a violé des jeunes femmes à tour de bras, bon. Or, dans le dessin animé Hercule, et même dans des adaptations cinématographiques de la mythologie grecque, Hadès est souvent le méchant. La mort, elle, n'est pas un personnage négatif. Certes, il veut tuer notre héros, il le traque et lui fait faire des crises de panique en le terrifiant. Mais c'est lui qui est porteur du message du film, que Poté doit comprendre, à savoir l'importance de la vie. À cet égard, il est porteur du même message qu'un autre personnage très différent de lui, Peritto, qui est un personnage uniquement positif pour le coup. Powell, lui, est bien moins positif. Déjà, il s'agit d'un tueur en série qui s'en sort grâce à ses manigances, et qui sème la mort autour de lui, notamment en tuant des jeunes femmes. Il est inspiré d'ailleurs d'un vrai tueur en série, Harry Powers, qui sévissait en Virginie occidentale. Sans compter le fait que Powell ne semble pas avoir de conscience, comme empli seulement de haine, prêt à tout pour arriver à ses fins, même à tuer des enfants. Bien sûr, la représentation physique de ces personnages reflète cet aspect de leur thématique. Powell est tout de noir vêtu, imposant en habit de pasteur. Mais tel le diable, tel l'ange déchu, son habit d'homme d'église est trompeur. Comme le malin, il trompe des gens pour commettre ses méfaits, et est en réalité un parfait païen. D'après le livre d'Enoch, à l'origine le diable et les démons sont des anges déchus, corrompus par leur désir sexuel. Cette définition correspond assez bien à Powell qui, au début du film, ne semble s'en prendre qu'à des jeunes femmes. Durant le film, il fait croire à la mère des enfants qu'elle est possédée par le diable, notamment à cause de son désir sexuel. Il fait avaler à cette pauvre femme qu'il peut le protéger grâce à sa foi. Et si elle lui obéit, bien sûr. Quand celle-ci commence à comprendre qui est vraiment Powell, ce dernier la tue sans plus de sommation, et fait passer sa mort pour un accident. Il continue ainsi à tromper les gens du village afin de s'occuper des enfants. D'ailleurs, dans la scène où il la tue, la mise en scène rappelle un sacrifice. La posture de Willa Harper, la mère des enfants, rappelle
elle une mise en bière, comme si elle était déjà morte, comme si elle avait déjà accepté son destin, la mort. Or, le sacrifice d'une jeune femme à des forces et des dieux impies est un cliché de film d'horreur ou de légende. C'est le cas par exemple d'Iphigénie dans la mythologie grecque. Cette scène est ainsi inspirée, comme beaucoup d'aspects du film, d'une scène biblique. Le sous-texte catholique est très important dans La Nuit du Chasseur. Le passage où le faux pasteur explique l'histoire du combat éternel entre le bien et le mal, il se sert de l'histoire de Caïn, qui tue son frère par jalousie, ce qui serait le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. L'échappée des enfants, au travers d'une barque via le courant de la rivière, peut s'apparenter à l'histoire de Moïse, abandonné dans une rivière tout bébé, ou encore celle du Christ qui échappe de la même manière au massacre des enfants mâles commandé par Hérode. Dans La Nuit du Chasseur, l'échappée ressemble beaucoup à un conte dans son esthétisme. La poésie qui s'en dégage, l'écoulement de l'eau, les inserts sur différents petits animaux, lapins, grenouilles, rappellent la nature, un certain calme. J'ajouterai également que le film finit le jour de Noël, fête de la naissance du Fils de Dieu dans la religion catholique, et que cela ne peut pas être anodin. Le personnage d'Harry Powell est également très lié à la sexualité, au travers du viol, un thème également très lié à la mort, à la pulsion négative en général. Dans la première scène où on le voit, il regarde une jeune femme danser de façon relativement érotique. Tandis que la tension monte sur le visage du tueur en série, il sort son couteau, dont la lame rétractible perce son pantalon, au niveau de son entrejambe et donc de son sexe. On comprend bien la métaphore faite entre le sexe de l'homme et un couteau, aussi potentiellement destructeur pour une femme l'un que l'autre. Dans sa voiture, il s'adressera même à Dieu en expliquant ses gestes. Se débarrasser de ces catins veuves de surcroît, il ne saurait que faire de l'argent laissé par des maris défunts, à part se parfumer, se maquiller et forniquer. Cet appétit sexuel, il le reprochera à la pauvre Willa Harper, quand cette dernière voudra consommer leur nouvelle union. Il critiquera sa sexualité ouvertement devant elle, comme peuvent le faire les réactionnaires catholiques patriarcales, qui ont toujours eu cette méfiance envers les femmes. Ce sont elles qui seront accusées de sorcellerie, de possession par le diable, de pacte avec lui, et à qui l'on prête des mœurs moins nobles. Aucune thématique aussi extrême se retrouve dans le chapeauté. Comme dit plus haut, le personnage du loup est littéralement la mort. Visuellement, celle-ci prend la forme d'un loup, qui, comme nous l'avons déjà étudié, est une figure et un animal proche de la mort. Le personnage est habillé d'un grand poncho noir, très ample, cachant une grande partie de ses formes. Or, la représentation traditionnelle de la mort possède également une grande robe noire, large et ample, qui cache tout son corps squelettique et donc blanc. Et le pelage du loup est blanc justement. Mais là où le chara-design du loup est vraiment génial, c'est au niveau de ses armes. Il s'agit de deux petites faux qui ressemblent plus à des cerbes comme on peut les voir dans les bandes dessinées Astérix. Ces cerbes sont donc des armes, mais servent d'ordinaire à la cueillette, et donc ce sont des objets proches de la nature, comme l'est le loup, qui est aussi un élément naturel de la vie en étant la mort. Les formes de ces cerbes rappellent également un croissant de lune. La lune est un élément de la nuit, elle-même très liée à la mort dans les représentations, et aux forces du mal en général, dont l'heure du diable est à 3h du matin, afin de se moquer de la mort du Christ. La nuit est aussi l'obscurité, là où se cachent les monstres et autres croque-mitaines. La lune est une figure liée à la déesse de la chasse Diane, dont le loup peut également être assez proche. Ces petites faux rappellent la grande faux de la mort, qui est un classique de ces représentations dont elle se sert pour faucher les âmes. On l'appelle également la faucheuse. Pour en finir avec le loup, il possède des yeux rouges, la couleur du sang, une couleur qui représente le danger, comme c'est le cas avec les panneaux de signalisation. D'ailleurs, à un moment du film, le loup menace Potée en positionnant sur ses yeux des pièces d'or. Cela rappelle une tradition des Grecs antiques, consistant à positionner une pièce sur un des yeux du mort afin de piller la traversée du Styx. Les deux personnages sont donc des métaphores de divinités vues comme plutôt mauvaises. Dans les deux cas, ils représentent la mort. Le loup de manière assez positive, Powell semblable à l'antéchrist, d'une manière bien plus fourbe ou démoniaque. Les relier à ce genre de divinité permet de mettre en exergue les héros qui échappent à des êtres bien plus puissants qu'eux, et permet de mettre les vertus de ceux-ci en avant par effet de comparaison avec ceux du méchant, qu'ils soient très différents ou similaires parfois. Avant la conclusion, pour ceux qui le veulent bien sûr, le pouce bleu, l'abonnement, bien sûr le commentaire, ça va être la première vidéo que je fais sur cette chaîne. Elle avait pour but d'être démonstrative de ce que je veux faire. Voilà, si vous avez des conseils ou des idées, des suggestions, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour conclure, le but de cette vidéo, en tout cas l'idée de cette vidéo m'est venue la première fois que j'ai regardé le chapeauté, parce que le loup m'a vraiment fait penser à Harry Powell. Je ne sais pas trop pourquoi ça a fait pop dans ma tête, mais ça fait un moment que je réfléchis à faire cette vidéo. C'est chose faite, j'ai plein d'autres idées en tête, j'espère le faire. Le but de la chaîne, et le but de cette vidéo par extension, parce qu'elle était faite pour vous présenter ce que je veux faire ici, c'est de présenter du cinéma, du scénario particulièrement, et de casser l'élitisme qu'il y a autour de ça. Voilà, le but c'était ici de comparer un grand film de cinéma comme l'est La Nuit du Chasseur, avec un film d'animation à destination des enfants, mais de montrer que les deux œuvres en fait peuvent avoir des mises en scène très similaires. On l'a vu avec le leitmotiv, on l'a vu avec la mise en scène autour des corps des antagonistes vis-à-vis des protagonistes, et de leur thématique, bien sûr.
Donc voilà, le but c'était de montrer que même un cinéma d'animation à destination des enfants peut avoir des codes de cinéma utilisés dans des grands films. Et c'est ce que je veux montrer au travers de cette chaîne, c'est que tout ce qui fait le grand cinéma, la grande BD, les grands récits, on peut le retrouver en fait dans tout et n'importe quoi. Le but c'est de vous apprendre des choses, et si vous avez aimé, si vous voulez soutenir, mais comme je vous ai dit, l'abonnement, le pouce bleu, le partage, voilà. Et je vous attends en commentaire. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine.